Et donc, pour commencer cette rencontre, qui a pour objet de prolonger les débats que nous avons eus lors de ce colloque, nous avons une première table ronde sur les questions juridiques. En effet, puisque nous parlons de droit culturel, les droits culturels, c'est un sujet par essence juridique, même si le droit est loin de résoudre tous les problèmes, comme nous le verrons dès cette première table ronde, la deuxième étant consacrée aux politiques elles-mêmes. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas des praticiens du droit, et je m'excuse auprès des praticiens du droit, je voudrais rappeler juste que l'une des problématiques que nous avons à traiter aujourd'hui, c'est la grande différence que nous connaissons, nous juristes, entre les droits liberté et les droits créants. Les droits culturels font-ils partie des droits liberté ou des droits créances? Dans ce cas, les problématiques sont assez différentes. Alors, je rappelle simplement que le droit à liberté, les libertés, vrai dire, c'est la première étape de ce que nous avons dû appliquer, en tout cas en France, en ce qui concerne les questions culturelles et l'art en général. La grande césure, la grande apparition des principes de liberté dans le domaine artistique, c'est la grande décision de la Révolution de proclamer cette liberté, la liberté de l'art et la liberté des écrits, la liberté d'expression écrite. Ce sont les grands textes de 1791 qui libèrent les arts et l'édition de la tutelle qui les enserre jusqu'à la Révolution, puisque ces manifestations culturelles sont soumises au régime dit du privilège, c'est-à-dire l'autorisation préalable du monarque ou de ses délégués. Donc, en proclamant cette liberté, la Révolution démantèle tout le système de l'autorisation de publier des livres et de l'autorisation de donner, par exemple, des pièces de théâtre. À ce propos, il faut rappeler d'ailleurs qu'il y a une exception à cette liberté, qui est le droit d'auteur, qui est reconnu en même temps que la liberté, mais comme une exception à ce principe de libre accès aux productions, donc de libre diffusion et de libre expression des opinions et des pensées, aussi bien celles de l'art que celles d'ailleurs de la politique. Ces libertés continuent d'être affirmées dans la plupart des pays occidentaux et quelquefois dans certains pays, c'est d'ailleurs la règle. La liberté artistique est un droit liberté, ce n'est pas forcément un droit créance. Alors la différence des droits créances, c'est que le droit créance, c'est le droit à. Classiquement, nous résumons les choses en disant que le droit liberté, c'est le droit de, et le droit créance, c'est le droit à. Alors, il y a toujours des libertés que nous appliquons dans le domaine culturel. La liberté, bien sûr, de diffuser ces expressions artistiques, mais d'autres libertés applicables dans le domaine de la culture, la liberté d'association, par exemple, puisque beaucoup de manifestations culturelles passent par des associations, et l'ensemble des libertés économiques qui s'appliquent à la culture, puisque, pour faire écho à une interrogation récente de la ville de Bordeaux, être artiste, c'est une profession, c'est un métier, et donc les libertés économiques s'appliquent aussi au domaine artistique, culturel et littéraire. Le droit créance, le droit de, est d'apparition plus récente, et il n'a pas du tout les mêmes conséquences pour la puissance publique. C'est un droit qui garantit un certain nombre de prestations, j'allais dire. Et l'apparition du droit créance dans le domaine de la culture, nous pouvons le dater en droit national, en droit français, du préambule de la Constitution de 1946, par laquelle, qui affirme que la nation garantit l'égal accès de tous à l'éducation, à la formation tout au long de la vie et à la culture. Et il est à noter que cette proclamation met la culture sur le même plan que l'éducation. Alors, que veut dire garantir l'égal accès à? C'est obliger la nation, puisque c'est elle qui le garantit, à fournir les moyens à tous d'accéder à la culture. On voit tout à fait bien que c'est très, très différent du droit liberté qui se borne à dire que, eh bien, on peut, si on veut, et si on en a les moyens, accéder à ce qui est disponible en matière culturelle.
Garantir l'égal accès de tous, ça veut dire mettre en place, en fait, un service public de la culture. Alors, le droit culturel, le premier des droits culturels, c'est celui-là, la garantie de l'égal accès de tous à la culture. Y a-t-il plus que cette garantie dans l'affirmation que nous avons aujourd'hui le caractère essentiel des droits culturels? C'est toute la question que nous allons essayer de traiter avec cette table ronde, et dans quelle mesure d'ailleurs cette garantie est-elle efficiente, c'est-à-dire même sur le premier plan, c'est-à-dire la garantie constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1946, est-ce que c'est vrai que la nation garantit l'égal accès de tous à la culture? Et quelle culture? Alors pour en parler, je voudrais accueillir Christelle Blouet, qui est fondatrice et coordinatrice du réseau Culture 21, réseau qui est une association indépendante qui a été créée en 2009 et qui justement consacre ses travaux à la promotion de la diversité et des droits culturels dans l'ensemble des politiques publiques, en s'appuyant sur l'agenda 21 de la culture et de la déclaration de Fribourg, dont il sera sûrement question autour de cette table. Ensuite, Céline Romainville, qui est professeure de droit constitutionnel à l'Université catholique de Louvain et qui a écrit notamment, un ouvrage très important qui est Le droit à la culture, une réalité juridique, sous-titré Le droit de participer à la vie culturelle en droit constitutionnel et international, ouvrage publié en 2014 pour la première fois. Et enfin, Nicolas Thiebaud, qui est post-doctorant en droit au CNRS. J'ai oublié de dire que Céline Romainville est professeure de droit constitutionnel à l'Université catholique de Louvain. Nicolas Thiebaud, lui, il est post-doctorant en droit au CNRS et coordonnateur du groupe de travail QPC, c'est-à-dire questions prioritaires de constitutionnalité et droit de la culture, dans le cadre du projet QPC 2020 du Conseil constitutionnel. Et je vais d'abord lui donner la parole pour qu'il expose en 10-15 minutes l'état du droit national dans ce domaine des droits culturels, au regard aussi de la jurisprudence européenne, puisque nous sommes dans l'Union européenne et nous avons ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, et par conséquent, notre droit interne doit être éclairé par le droit européen dans ces deux matières. Nicolas, je vous donne la parole. Merci Madame la Présidente, et merci aux différents organisateurs de cette rencontre pour cette invitation. Alors, dans cette table ronde sur les traductions juridiques, en tant que constitutionnaliste, on m'a proposé d'intervenir, et je vais plutôt intervenir en quelque sorte sur la non-traduction des droits culturels en droit constitutionnel français, et pour appréhender la réception des droits culturels en France, il faut la replacer dans le contexte international de développement de ces droits culturels. Alors, sans rentrer dans le détail, évidemment, on peut rappeler que depuis une trentaine d'années, c'est à l'échelle internationale et européenne que l'on a pu observer une connexion entre droits fondamentaux et culture. Cette connexion, elle a pris, on pourrait dire, une double forme. On a pu observer d'une part un phénomène de fondamentalisation du droit de la culture, c'est-à-dire que des textes en matière culturelle vont se référer désormais aux droits de l'homme, ou traduire en tout cas une sensibilité accrue aux droits des bénéficiaires. C'est par exemple le cas de la Déclaration universelle de 2001 sur la diversité culturelle, qui prévoyait que les droits culturels sont partie intégrante des droits de l'homme. Et puis, inversement, à côté de ce phénomène de fondamentalisation de la culture, il y a également eu un phénomène de culturalisation des droits fondamentaux, avec des textes qui, eux, regardaient la protection des droits de l'homme, mais qui vont intégrer des droits culturels au sein des droits de l'homme. On l'observe notamment dans les textes qui visent à protéger des minorités ethniques ou encore des peuples autochtones. Ce développement de droits culturels à l'échelle internationale et européenne, il trouve, disons-le tout de suite, difficilement à se traduire en droit français. Et pour expliquer cette réticence, c'est donc souvent l'argument de droit constitutionnel qui est invoqué.
En témoignent, par exemple, les motifs qui sont souvent invoqués par le gouvernement pour justifier son refus de ratifier la Convention de Faro sur la valeur du patrimoine culturel pour la société. Par exemple, en réponse à une question écrite d'une sénatrice en 2018 qui s'étonnait de cette position française, le ministère chargé des Affaires européennes avait pu répondre, je cite, que certaines dispositions de la Convention de Faro sont susceptibles d'entrer en contradiction avec la Constitution de la République française. L'objet de mon intervention, c'est donc de présenter ces réticences constitutionnelles. Et je me propose de le faire sous un angle particulier, à partir des résultats du rapport de recherche QPC et droit de la culture, dont, comme le rappelait Marie-Mone de Saint-Pulgent, j'ai assuré la coordination avec Marie Cornu et Lily Martinet, et que nous avons rendu au Conseil constitutionnel l'année dernière. Ce rapport, il a été produit à l'occasion des 10 ans de l'entrée en vigueur de la procédure de questions prioritaires de constitutionnalité, QPC, qui permet à tout justiciable de soulever au cours d'un procès une question relative à la conformité d'une loi qui lui est appliquée par rapport aux droits et libertés qui sont garantis par la Constitution. La QPC, ça représente donc un prisme intéressant pour penser les réticences françaises en matière de droit culturel, justement parce que on pouvait y voir une voie privilégiée de leur reconnaissance. Les justiciables sont en effet, comme je l'ai dit, amenés à formuler leurs revendications culturelles sous la forme de droits et libertés. Et on aurait pu penser que le mouvement international que j'ai décrit tout à l'heure, eh bien, il allait trouver, via cet outil de la QPC, une traduction nationale. Or, finalement, on constate non seulement que la QPC est plus utilisée pour contester des dispositifs de protection culturelle que pour les soutenir, mais également que le bilan en termes de droits culturels est très mince. Je voudrais donc présenter dans une première partie de mon intervention cette non-traduction des droits culturels en droit constitutionnel français, et dans une seconde partie envisager les autres voies par lesquelles les revendications culturelles sont susceptibles de passer dans le droit. La première partie de mon intervention, je le disais, elle se concentrera sur l'absence de reconnaissance de droits culturels en tant que tel. Et à ce propos, avant d'évoquer l'attitude du juge, on peut partir du contenu des textes qui lui servent de normes de référence pour réaliser son contrôle. Or, quand on consulte les textes qui composent ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire toutes les normes de référence que le Conseil constitutionnel va pouvoir mobiliser pour contrôler la conformité des lois à la Constitution, eh bien, on trouve très peu de dispositions qui reconnaissent des droits culturels en tant que tels. La première disposition qui vient à l'esprit, Marie-Mone de Saint-Pulgent l'a évoqué en introduction, eh bien, c'est la première phrase de l'alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946, qui prévoit que la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Donc, ce texte de 1946, qui fait partie des normes de référence du Conseil constitutionnel, il reconnaît donc un droit à la culture, mais on voit déjà ici que ce droit apparaît comme l'accessoire de l'égal accès à l'instruction. Et puis, l'autre disposition que l'on trouve dans le corpus constitutionnel, l'autre disposition explicitement culturelle, c'est l'article 75-1 de la Constitution qui a trait aux langues régionales et qui prévoit que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Donc le catalogue, si on veut parler de catalogue des droits culturels en droit constitutionnel français, il est assez restreint, notamment quand on le compare à certains textes étrangers. J'ai à l'esprit une contribution de Céline Romainville sur les différents droits culturels reconnus dans le cadre de l'Union européenne, et certainement que la France comporte bien moins de droits culturels que d'autres textes étrangers. Mais ceci étant,
le juge pourrait très bien compenser cette pauvreté des textes en ayant une approche constructive. Or, non seulement le Conseil constitutionnel ne retient pas cette approche constructive des références constitutionnelles, mais il tend en outre à limiter fortement la portée des dispositions existantes dont je viens de parler. Pour prendre deux exemples rapides, dans le cadre de la QPC relative à l'image des domaines nationaux, une QPC du 2 avril 2018, dans cette QPC, les requérants contestaient une disposition de la loi LCAP. Disposition de la loi LCAP qui prévoyait la possibilité de soumettre à une autorisation préalable l'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux. Les requérants ont estimé que cette disposition de la loi LCAP contrevenait au droit d'accès à la culture garanti par l'alinéa 13 que j'ai pu lire tout à l'heure. Le Conseil constitutionnel aurait pu saisir donc cette occasion pour reconnaître l'existence d'un droit d'accès à la culture, même s'il n'aurait pas nécessairement estimé ce droit méconnu dans le cadre de cette affaire. Eh bien, au contraire, le Conseil ne va même pas répondre dans sa décision à cet argument culturel, ce qui apparaît quelque part comme une forme de neutralisation implicite de cet argument. Et le Conseil constitutionnel est allé encore plus loin en ce qui concerne l'article 75-1 qui a trait aux langues régionales, puisque dans une décision, une autre décision QPC, une décision du 20 mai 2011, eh bien, il a estimé que cette disposition, cet article 75-1, n'instituait pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, pour reprendre les termes de sa décision. Alors, ce refus de reconnaissance d'un droit culturel, ici dans cette affaire sur les langues régionales, eh bien, il concerne une question qui est malgré tout spécifique, celle des droits culturels qui sont détenus à raison de l'appartenance à un groupe. Et à ce titre, cette décision, cette QPC langue régionale de 2011, elle s'inscrit plus généralement dans la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel. Avant l'entrée en vigueur de la procédure QPC, le juge constitutionnel avait pu en particulier exprimer son hostilité à une telle aspiration en matière linguistique, notamment dans une décision de 1999 relative à la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Dans cette décision de 1999, le Conseil constitutionnel avait estimé que la protection de plusieurs principes constitutionnels, les principes d'indivisibilité de la République et d'unicité du peuple français, eh bien, ces principes constitutionnels, ils impliquaient de déclarer contraire à la Constitution, la Charte européenne des langues régionales, parce que ces principes, et je reprends les termes du Conseil constitutionnel, ces principes, ils s'opposaient à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, définis par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance. Autrement dit, toute reconnaissance de droits à des individus du fait de leur appartenance à une communauté, à un groupe, eh bien, cela est considéré par le Conseil constitutionnel comme une discrimination à raison des origines, comme une atteinte au principe d'égalité devant la loi. Et donc, en droit français, il n'est pas possible d'envisager une différence de traitement, ou plutôt, il n'est possible d'envisager une différence de traitement qu'à partir du moment où cette différence n'est pas fondée sur l'appartenance à un groupe, c'est-à-dire sur l'origine des individus concernés. Et c'est donc cela qui empêche la reconnaissance de droits culturels à raison de l'appartenance à un groupe et qui explique notamment la position française sur la Convention de Faro. Alors, il y a en réalité une légère marge de manœuvre en la matière, mais on pourra peut-être y revenir tout à l'heure dans le cadre de l'indiscussion. Pour conclure cette première partie, je voudrais simplement préciser que la position française sur ce point,
elle est moins en retrait que ce qu'on pourrait penser par rapport à la position européenne. La Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, ne reconnaît en effet pas en tant que telle de droits culturels non plus. Tout au plus, la CEDH, elle admet une certaine protection médiate d'intérêts culturels à partir d'autres droits que reconnaît la Convention européenne des droits de l'homme, notamment le droit à la vie privée familiale ou la liberté d'expression. Par exemple, dans cette décision Chapman contre Royaume-Uni de 2001, la CEDH avait estimé que l'identité tzigane de la requérante eh bien, devait être protégée au titre de son droit à une vie privée et familiale, mais donc non pas au titre d'un droit culturel spécifique. Mais par exemple, dans une décision plus récente, une décision de 2019, Aounbay contre Turquie, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a ici explicitement refusé de reconnaître au profit des requérants un droit, dit-elle, un droit individuel universel à la protection d'un héritage culturel. Donc pas de protection d'un héritage culturel au profit des requérants. Alors peut-être malgré tout, pourrait-on dire que la porte n'est peut-être pas complètement fermée, puisque dans cette décision justement Aounbay de 2019, la CEDH avait été saisie par des requérants. Alors c'était une affaire dans laquelle ces requérants, ils contestaient la construction d'un barrage qui menaçait un site archéologique, mais ces requérants, ils n'étaient pas directement affectés par le projet, notamment parce qu'ils n'habitaient pas sur le site en question. Or, la CEDH, dans cette décision de 2019, précise que seuls les membres de groupes ethniques ou minoritaires sont susceptibles de se prévaloir d'une protection de leur héritage culturel. Donc il n'est pas interdit de penser que les membres de groupes pourraient peut-être se prévaloir d'un tel droit. En tout état de cause, si le droit constitutionnel français ne reconnaît pas de droit culturel en tant que tel, ça ne veut pas dire que les intérêts que ces droits recouvrent ne sont pas protégés. Leur protection, elle peut passer par d'autres canaux que celui des droits culturels, et c'est ce que je veux voir brièvement dans une seconde partie. J'ai évoqué tout à l'heure deux affaires dans lesquelles était invoqué par les requérants un droit qui était explicitement culturel. Un droit d'accès dans l'affaire Domaine national de Chambord, et puis un droit en matière de pratique de la langue dans la QPC langue régionale de 2011. Mais en réalité, il faut relever que parmi les QPC qui sont soulevés en matière culturelle, ce sont en fait les deux seules affaires dans lesquelles les requérants ont soulevé un moyen de droit qui soit explicitement culturel. Ça signifie que le juge, quelque part, n'est pas le seul à se détourner des droits culturels. Les requérants, eux aussi, mobilisent très peu cet argument culturel. Alors, par quoi est-ce que passent ces requérants pour défendre leurs revendications culturelles? Eh bien, souvent, ils vont recourir, en réalité, plus souvent, à des droits et libertés plus classiques, plus généralistes, qui ne sont pas des droits spécifiquement culturels. J'en prendrai qu'un seul exemple. Par exemple, dans une QPC, une affaire de 2017 qui concernait l'accès aux archives des principaux responsables de l'exécutif, eh bien, dans cette QPC archive de 2017, QPC François Graner, eh bien, alors, une petite précision préalable, pardon, les archives représentent évidemment un bien culturel à part, puisque si l'on conserve des archives, ça n'est pas uniquement en raison de leur intérêt patrimonial. Mais malgré tout, les archives, elles présentent un tel intérêt, elles présentent un intérêt patrimonial. C'est une des politiques publiques rattachées au ministère de la Culture et à l'EDGPAT, et on aurait pu s'attendre à ce que les requérants, finalement, mobilisent un droit culturel dans cette affaire d'accès aux archives. Eh bien, dans cette affaire de 2017, les requérants
ont préféré placer leurs requêtes sur le terrain de la transparence administrative. Ils ont essentiellement invoqué deux types d'arguments. Ils ont invoqué l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen relatif à la responsabilité des agents publics devant la société. Et puis, ils ont invoqué la liberté d'expression, c'est-à-dire l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et le Conseil constitutionnel lui-même, il va, dans cette affaire, reconnaître un droit d'accès aux documents d'archives publiques sur le fondement de la responsabilité des agents publics devant la société. Autrement dit, le Conseil, il reconnaît un droit d'accès à un bien culturel par l'intermédiaire d'un fondement qui, lui, n'est pas spécifiquement culturel. Il ne se sert pas d'un droit culturel pour donner accès aux archives. Alors, je ne vais pas développer, il y aurait d'autres exemples. Hein. Je pense à l'affaire Vuitton sur le permis de construire de la Fondation. Il y aurait d'autres exemples à développer, mais je ne veux pas être trop long à ce stade. Simplement, pour résumer, donc, pour défendre leurs revendications culturelles, les requérants recourent donc souvent à d'autres droits que les droits culturels. Mais on pourrait aller plus loin. C'est-à-dire que la défense des intérêts culturels, elle n'est pas uniquement cantonnée à l'invocation d'un droit subjectif. Le droit objectif, le droit de la culture, peut aussi être mobilisé pour la défense d'intérêts culturels. Pour prendre un exemple rapide, c'est dans cette logique qu'a été élaborée la proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, qui vient d'être adoptée le 8 avril dernier. Dans l'exposé des motifs, les députés prennent acte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ils prennent acte du fait, ils font le constat que la voie des droits subjectifs est bouchée, en quelque sorte, et que la protection des langues régionales doit emprunter une autre voie. Et cela ressort très clairement donc de l'exposé des motifs de la proposition de loi. Je vous lis un très court extrait. Si l'article 75-1 de la Constitution appelle un développement législatif afin de définir les mesures de protection et de promotion dont les langues régionales doivent bénéficier, il ne saurait se traduire en des droits constitutionnels nouveaux pour les locuteurs de ces langues, selon l'interprétation faite par le Conseil constitutionnel. Toujours selon ce dernier, la langue de la République restant le français, aucun droit à l'usage des langues régionales ne saurait être reconnu à des communautés linguistiques ou aux locuteurs appartenant à ces communautés. Donc, en résumé, plutôt que de passer par un droit à la culture, eh bien, la proposition de loi suggérait ainsi d'investir le droit de la culture et de prévoir des mesures en matière de protection du patrimoine, de l'enseignement des langues ou encore des services publics pour protéger et promouvoir les langues régionales. Il y a donc d'autres canaux par lesquels la protection des droits culturels peut passer que la reconnaissance de droits culturels en eux-mêmes. Voici, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nicolas. Alors, première intervention très riche, un peu pessimiste, je trouve. On pourrait en particulier souligner que l'obstacle constitutionnel à la ratification de la Charte européenne des langues régionales porte sur un petit groupe de dispositions de cette charte, exclusivement, et pas du tout l'ensemble de la charte, et que par ailleurs, il se trouve que cette charte exclut que les pays puissent ratifier sous réserve de l'application de ce petit groupe de dispositions qui concerne en fait le droit des locuteurs minoritaires à se voir juger et délivrer des documents officiels dans leur langue minoritaire. C'est ça le problème. Et donc, le reste de la charte ne rencontre pas d'obstacle constitutionnel, vous le savez aussi bien que moi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas déroger à cette clause-là, et enfin, je veux dire, on ne peut pas ratifier la charte sous réserve de ce groupe de clauses, puisqu'ils sont exclus des réserves, justement. Alors, bien, écoutez, je crois qu'il y a déjà des questions, hein, mais on y reviendra. Je vais tout de suite donner la parole à Céline Romainville, puisqu'elle va avoir un point de vue plus comparatiste aussi, et partir d'une expérience très différente, notamment qui concerne les langues, celle de la Belgique. Céline. Voilà, merci beaucoup pour l'organisation de cette table ronde et pour votre invitation.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter quelque part modestement l'intervention de Nicolas en pointant un peu quelques défis de la traduction juridique des droits culturels qui me paraissent intéressants à creuser. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres défis, mais voilà, je vais faire une petite liste. Et je vous propose un petit voyage du plus général, du plus global, de la protection universelle au stade international pour aller jusqu'au local. Alors, au niveau international, quels sont les défis qui se posent au niveau de la traduction juridique des droits culturels? Et je centrerai mon intervention sur le droit de participer à la vie culturelle, qui est celui que je connais mieux. Je n'irai pas sur les terrains des libertés linguistiques qui, en Belgique, nécessitent 4 semaines de colloque à chaque fois. Donc, je me concentrerai sur celui du droit de participer à la vie culturelle. Alors, la question, le défi au niveau international, ben, on le voit bien. Quel est le diagnostic? Le diagnostic, c'est qu'on a une très très faible invocation du droit de participer à la vie culturelle au niveau international, quand d'autres droits font l'objet d'une quasi-jurisprudence très abondante de la part des comités. Ce droit-là, dans la pratique quasi-juridictionnelle, est presque inexistant. Par ailleurs aussi, il est relativement impuissant. Il cède très vite le terrain à d'autres droits. Donc, le bilan de cette traduction juridique sur le plan international n'est pas très folichon, enfin, n'est pas très optimiste. On peut tenter un facteur d'explication qui est lié au lien qu'il y a entre performativité au plan juridique et précision. Donc, on voit bien que les dispositions au niveau international, comme au niveau constitutionnel d'ailleurs, qui sont les plus précises, sont celles qui performent le mieux. Je vais vous donner un exemple. Dans la Constitution belge, il n'y a rien de plus précis qu'une disposition qui dit qu'au-delà de 72 heures, toute détention administrative sans jugement est inconstitutionnelle. Voilà. À la 73e heure, 73e heure, c'est inconstitutionnel, point final. Et le problème que l'on retrouve ici au niveau du droit de participer à la vie culturelle, c'est justement un problème de précision. C'est-à-dire que tant l'objet que les prérogatives sont tellement imprécises que dès lors que le résultat concret en est qu'elle performe très peu sur le terrain du droit, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui est protégé, et on ne sait pas très bien quelles sont les prérogatives individuelles concrètes qui sont protégées. Au-delà de certaines évidences, la liberté artistique, l'interdiction de la censure, qui sont régulièrement convoquées, au-delà de ça, les autres prérogatives, comme l'accès, la participation active, mais l'objet est tellement dilué dans cette conception anthropologique de la culture que l'invocation, et c'est tellement peu précis que l'invocation en est compliquée. Ça, c'est un premier défi. Sur le plan international universel, j'y suis revenue à de nombreuses reprises dans mes travaux, je vais pas revenir là-dessus, mais il faut quand même voir que ça a quand même un autre effet pervers au niveau international, c'est ce que Martti Koskiniemi, dans sa critique des droits de l'homme, développe, c'est-à-dire que ça a tendance, ces normes très générales, très imprécises, très floues au niveau international, à alimenter une critique des droits de l'homme qui dénonce leur hypocrisie, qui dénonce un discours dégoulinant de bonnes intentions, mais qui n'a aucune effectivité, parce qu'il est tellement général qu'il n'a pas de prise sur la réalité sociale. Alors, deuxièmement, les défis au niveau maintenant européen. Et je commencerai par la Cour européenne des droits de l'homme, donc le Conseil de l'Europe. Alors, Nicolas en a déjà un peu parlé, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais Nicolas a rappelé que la Convention européenne des droits de l'homme ne contient pas de clause relative aux droits culturels, et c'est intéressant de se rappeler les raisons pour lesquelles ces droits n'ont pas été inclus, parce que ça a été considéré comme étant non prioritaire. Donc ici, au niveau du Conseil de l'Europe, j'ai l'impression que le défi ici, c'est de renverser quelque chose qui est très particulier aux droits culturels. C'est que si aujourd'hui on peut dire que les droits de l'homme sont assez consensuels, bon, il y a évidemment des critiques des droits de l'homme, il y a évidemment des auteurs, des polémistes qui vont les remettre en question, mais en ce qui concerne le droit de participer à la vie culturelle, il n'est pas consensuel. Il n'est pas du tout consensuel. Il fait au minimum l'objet de moqueries, c'est-à-dire que dans la sphère des juristes qui pratiquent le droit au Conseil de l'Europe, le droit de participer à la vie culturelle, c'est vraiment un objet, un ovni. Au mieux, on va s'en moquer. Au pire, on va dire que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors,
ce statut particulier, ce fait qu'il est un droit peu consensuel, c'est très certainement en raison, enfin, un des facteurs explicatifs, c'est la méconnaissance des enjeux. Hein, c'est la méconnaissance des enjeux en termes de sociologie de la culture, de diversité culturelle. Donc là, il y a un travail pédagogique à faire tout près des juristes, si vous voulez. Mais le résultat est là, ça reste un droit peu consensuel auquel la Cour européenne des droits de l'homme n'accorde pas beaucoup d'importance. Et donc, ce que l'on voit, c'est que, alors que des droits en matière d'environnement qui ne sont pas repris dans la Convention non plus, sont tout doucement protégés par la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour commence à être activiste en matière d'environnement et de climat, mais si on compare, alors que ces droits ne figurent pas dans la Convention, si on regarde en matière culturelle, la jurisprudence est beaucoup plus pauvre. Nicolas a déjà cité des arrêts sur lesquels je voulais revenir, donc c'est très bien. Mais il y a encore un arrêt, par exemple, sur les personnes handicapées, l'arrêt Glessin contre Suisse, qui est quand même vraiment révélateur. Je veux dire, c'est l'impossibilité d'accès à un cinéma d'une personne handicapée. Tout était là pour que la Cour constate la discrimination. Et finalement, elle estime que ça ne s'impose pas avec la force de l'évidence et que la Convention ne protège pas le droit de toute personne handicapée d'accéder, moyennant des aménagements très, très, très limités, à une salle de cinéma. Donc voilà au niveau européen. Et ce constat est très important. Pourquoi? Parce que, et ce constat d'un manque d'intérêt, d'une absence de précision des droits culturels au niveau du Conseil de l'Europe, est très important actuellement. Enfin, l'importance d'une meilleure précision des droits culturels au niveau du Conseil de l'Europe ressort actuellement à la faveur de la crise de la Covid et du régime des dérogations. En temps de crise, on peut déroger à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'article 15. Mais si on veut trouver un effet utile au régime des dérogations, il se trouve du côté du noyau dur. C'est que les dérogations, au contraire des restrictions, les dérogations dans les droits autorisent des atteintes dans le noyau dur des droits et libertés, alors que les restrictions en temps ordinaire, même en temps de circonstances exceptionnelles, il y a toute la jurisprudence des circonstances exceptionnelles dans les restrictions, enfin bref, j'y reviens pas, elles n'autorisent pas d'atteinte dans le noyau dur. Donc l'effet utile de l'article 15, c'est l'atteinte au noyau dur. Donc l'effet protecteur aussi du non-usage de l'article 15, c'est l'atteinte au noyau dur. Or, qu'est-ce que l'on constate sur le droit de participer à la vie culturelle et même sur la liberté artistique? C'est qu'il s'agit de prérogatives tellement floues que déjà, si vous voulez, le noyau dur, on peut dire, le noyau dur, c'est quoi? En fait, il y a chaque droit est une forteresse, il y a un premier rempart, c'est la détermination de l'objet du droit, un deuxième rempart, et là, c'est le noyau dur. Et pour le droit de participer à la vie culturelle, déjà, le premier rempart, il est déjà un peu sur du sable mouvant, hein, sur des sables, il est déjà compliqué à établir. Alors, vous comprenez bien que le deuxième rempart, c'est quasi impossible à définir. Donc, ce que l'on voit, c'est que la définition du noyau dur du droit de participer à la vie culturelle est un exercice presque impossible à faire, tant la définition du premier rempart est déjà en elle-même compliquée. Et donc, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'en fait, la distinction entre dérogation et restriction et l'effet protecteur de cette distinction entre dérogation et restriction n'existe pas en matière de droit de participer à la vie culturelle, de droit culturel. Et donc, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les atteintes qui ont lieu aujourd'hui au droit de participer à la vie culturelle, à l'accès à la culture en France, en Belgique, dans tous les pays, il n'y a pas d'effet protecteur du régime des dérogations. On ne sait pas distinguer si ce sont des dérogations ou si ce sont des restrictions par manque de précision des droits. Alors, troisième plan, le plan constitutionnel. Donc, Nicolas a bien parlé de la Constitution française, dans des termes du bloc de constitutionnalité français, j'y reviens pas, de toute façon, j'ai pas de compétences particulières en la matière. Alors, qu'est-ce que l'on voit en droit constitutionnel comparé, et en particulier au niveau belge? C'est que, à nouveau, le problème principal qui surgit, c'est que le constituant a souvent été paresseux. C'est-à-dire qu'il s'est contenté de formules un peu creuses, peu précises. Donc, la Constitution belge, on parle du droit à l'épanouissement culturel et social. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, j'ai interrogé tous les rédacteurs de cet article, ils trouvaient que ça faisait bien, mais ils savent pas trop ce que ça voulait dire. Et il y a quand même eu aussi une faiblesse, une indigence dans les travaux parlementaires, les travaux du constituant, qui n'a pas essayé de définir ce qu'il y avait derrière. Et on retrouve ça quand même dans énormément de travaux préparatoires des constitutions sur les questions des droits culturels. Donc, à nouveau, la même chose, c'est-à-dire peu d'attention, peu de précision,
d'une part, et d'autre part, un discours tellement ambitieux, hein, un droit tellement ambitieux qu'il suscite d'emblée des moqueries, soit des frustrations. Et c'est aussi, au niveau belge, mais comme dans d'autres droits, le risque d'un écart abyssal entre la lettre de la Constitution, entre les promesses de la Constitution et la réalité. Donc le défi ici, le défi de la traduction juridique du droit de participer à la vie culturelle, c'est de redescendre un peu et sans se payer de mots, d'identifier que le constituant se remette à l'ouvrage et identifie, soit dans les travaux préparatoires, soit dans le texte même de la Constitution, qu'il identifie les prérogatives précises qui découlent de ce droit, de nouveau, sans se payer de mots, en essayant d'être clair. À nouveau ressurgit la question du noyau dur, puisque dans la Constitution belge a ceci de particulier qu'elle interdit toute forme de suspension et de dérogation. Donc, en droit belge, l'article 15, ça n'est pas possible de l'activer. C'est un des rares pays membres du Conseil de l'Europe à interdire tout état d'urgence, tout état d'exception, à bannir totalement l'exception. Mais qu'est-ce que l'on voit quand on essaye d'identifier ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en droit belge, on ne peut avoir que des restrictions ordinaires, jamais de dérogation exceptionnelle. Et quand on essaye d'appliquer ça très concrètement à la situation actuelle, en fait, il n'y a pas de protection pour le droit de participer à la vie culturelle parce qu'on ne sait pas faire la distinction entre la restriction en temps ordinaire et la dérogation des temps exceptionnels, qui serait donc interdite en droit belge. On ne sait pas faire la distinction puisque, comme je vous l'ai dit, on ne sait déjà pas définir le premier rempart. Donc, ne sachant pas définir le premier rempart, on ne sait pas définir le noyau dur auquel on ne pourra jamais porter atteinte en droit belge. Et donc, le résultat concret, c'est qu'il n'y a pas de protection et que le Conseil d'État considère qu'il n'y a pas de problème à fermer tous les établissements culturels, donc qu'il n'y a même pas de problème par rapport à cette disposition, l'article 187 de la Constitution belge qui interdit toute dérogation, puisque de toute façon, en fait, c'est impossible de l'appliquer, puisque la définition du noyau dur pour ce droit-là est quasi impossible à faire. Je passe au troisième stade maintenant, le législateur qui organise les politiques publiques. C'est au législateur, en vertu de la Constitution belge, qu'il revient de garantir concrètement le droit de participer à la vie culturelle. Et donc, de le garantir en organisant le cadre des politiques publiques. Alors là, ici, au stade de la loi, du décret de l'ordonnance en droit belge, mais enfin peu importe, au stade de la loi, des normes législatives qui organisent les politiques publiques, quels sont les défis des droits culturels? Et le premier défi, je reprendrai ici la célèbre phrase de Marcel Gauchet, c'est que les droits de l'homme ne sont pas une politique. Et il ne faut pas se tromper sur ce qu'il a voulu dire ici. Il faut bien comprendre ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, les droits ne donnent pas un contenu d'une politique publique. Ils fixent un cadre à l'intérieur duquel il faut élaborer une politique en posant des choix. Et là-dessus, il y a quand même eu en Belgique, en tout cas, et dans d'autres pays, un moment de confusion. Le droit de participer à la vie culturelle n'est pas une politique culturelle. Il articule des objectifs qui préexistaient dans les politiques culturelles. Et il les articule d'une certaine manière en rendant complémentaire, en rendant obligatoire le fait d'articuler de manière complémentaire la démocratisation de la culture et la démocratie culturelle. Voilà ce qu'il fait. Mais c'est tout ce qu'il fait. Il ne détermine pas une politique publique particulière. Et d'ailleurs, ce serait un peu antidémocratique qu'il le fasse parce que ça revient aux autorités politiques de le faire. Le défi ici, donc, c'est d'éviter que le droit de participer à la vie culturelle, qui est terriblement ambitieux, c'est terriblement ambitieux parce que des fois, ça confine au droit au bonheur, presque, le défi ici, c'est d'éviter que ça verse dans le mythe, dans la pure rhétorique, alors que les politiques culturelles sont déjà parfois peu lisibles dans leurs objectifs. Donc à nouveau, au niveau législatif, le défi, c'est très certainement celui de la rigueur, de la modestie peut-être aussi, et de l'objectivation, c'est-à-dire de déterminer très concrètement dans des politiques publiques, de manière la plus objective possible, sans se payer de mots de nouveau, comment on articule très concrètement les différentes composantes du droit de participer à la vie culturelle. Donc ça, c'est le premier grand défi. Deuxième grand défi, c'est donc ça nécessite ça d'établir des priorités, d'oser établir des priorités. Troisième grand défi, toujours au niveau législatif, de prévoir des évaluations, parce que c'est dans l'évaluation des politiques que se révèle sa concordance pratique avec les droits que ces politiques tentent de réaliser. Quatrième grand défi,
c'est la prise au sérieux des obligations qui découlent d'un droit de participer à la vie culturelle précisé. Donc, au niveau législatif et des politiques publiques, je terminerai par là en disant, en concluant, et je terminerai parce qu'en fait, j'ai écoulé mon temps, sur une petite conclusion, c'est que, en fait, j'ai l'impression que sur l'articulation entre droit et politique dans le domaine culturel, entre droit de participer à la vie culturelle et politique culturelle, il y a un double malentendu. On attend trop du droit et en même temps, on n'en attend pas assez. On attend trop du droit parce que souvent, en tout cas dans mes entretiens avec des acteurs majeurs des politiques culturelles en Belgique, au Québec ou ailleurs, on attend du droit quelque part et des droits culturels et du droit de participer à la vie culturelle qu'il fonctionne un peu comme une baguette magique qui nous permettrait de résoudre d'un coup toutes les ambiguïtés, tous les conflits aussi, les antagonismes qui peuvent exister encore entre des objectifs parfois difficiles à concilier de politique culturelle. On attend trop du droit en ce qu'on pense que la consécration d'un droit dans la Constitution ou dans une charte européenne peut agir sur la réalité sociale directement. Et ça malheureusement, c'est pas le cas. On en attend trop et en même temps, parfois, on n'en attend pas assez. Parce que parfois, on entend des discours sur les droits culturels qui dire que tout est une question de choix politique idéologique et que le droit, finalement, est totalement impuissant à agir sur la réalité sociale et ne sert à rien. En fait, sans doute que sans doute qu'il faut avoir une position intermédiaire. Il faut prendre le droit au sérieux, prendre le droit de participer à la vie culturelle, précisé, au sérieux. Et ça veut dire le prendre réellement au sérieux au niveau constitutionnel, au niveau législatif, en essayant de le mettre en œuvre sérieusement, de nouveau, sans se payer de mots, avec une certaine modestie. Je vais prendre un exemple, un bon exemple, c'est le décret, on a déjà parlé, mais le décret de la communauté française sur les centres culturels, par exemple. Ce décret de la communauté française sur les centres culturels, eh bien, à sa petite mesure, en communauté française ou en Belgique, il essaye d'articuler démocratisation et démocratie culturelle concrètement. Et c'est comment, par exemple? C'est en obligeant chaque centre culturel qui veut obtenir la reconnaissance à organiser ce qu'ils appellent une analyse partagée du territoire, à laquelle chaque individu, chaque association du territoire a droit de participer. Et cette analyse partagée du territoire va faire émerger des thématiques, des questionnements, à partir desquels ensuite la programmation du centre culturel va se construire. Et on a un dispositif concret, très local, de l'échelle locale, dans lequel se concrétisent plusieurs garanties du droit à la culture. Et dernier exemple, c'est par exemple, lorsque l'on dit, c'est de la technique de dépenses publiques, mais en finances publiques, prendre au sérieux le droit de participer à la vie culturelle, c'est faire la distinction entre les crédits dits obligatoires, les crédits dits facultatifs, et justifier par rapport à ce droit de participer à la vie culturelle ce qui relève des obligatoires et ce qui relève du facultatif. Voilà, donc j'en ai terminé par là. Je voulais ici quelques défis de cette traduction juridique et je me tiens à votre disposition pour les éventuelles questions. Merci beaucoup Céline. Alors il y a déjà beaucoup de questions, mais je ne voudrais pas raccourcir le temps de parole de Christelle Blouet parce qu'elle va nous dire ce qui se passe sur le terrain. Effectivement, a-t-on besoin de textes constitutionnels pour mettre en œuvre des droits culturels ou, première question, alors je réponds d'avance que sans doute non, en tout cas pour mettre en œuvre certains de ces droits, mais en même temps, est-ce que les militants des droits culturels ressentent quand même le besoin d'un peu plus de droits positifs que ce qu'il y a actuellement? Christelle Blouet. Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Je suis la seule non-juriste de cette table ronde, donc je ne vais pas parler d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue de praticienne, de retour d'expérience de cette démarche que nous menons depuis bientôt 10 ans, 9 ans exactement sur le territoire français. Donc il s'agit de la démarche Paideia qu'on a initiée en collaboration avec l'Observatoire de la diversité des droits culturels de Fribourg. Donc, si vous voulez bien, je vais vous reprendre un petit peu l'origine de cette démarche pour comprendre quelle a été notre posture et comment on a pu cheminer et quels résultats, à partir de quelle méthode d'abord on a travaillé, puis ensuite quels résultats on peut partager avec vous aujourd'hui et notamment sur une dimension effective de ces droits culturels dans les politiques publiques.
Au-delà des politiques culturelles d'ailleurs, je parlerai d'un point de vue des politiques publiques en général, puisque ça a été un des attendus importants de notre démarche au départ, c'était sans doute de dépasser aussi le cloisonnement sectoriel de nos politiques culturelles. Donc l'origine de cette démarche Paideia, est née de la volonté de traduire ces droits culturels qu'on connaissait à travers essentiellement les travaux de Fribourg à l'époque, comme des concepts donc philosophiques et politiques qu'il nous semblait nécessaire de traduire de manière opérationnelle dans les métiers, dans les pratiques professionnelles des acteurs publics. Les premiers temps de conférences qu'on a pu partager et échanges qu'on a pu avoir sur ces enjeux se situaient au niveau des acteurs de la culture et du social, plutôt au niveau départemental en France, puisque le département a des compétences sociales. Alors, excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne en même temps. C'est pas très adapté. Donc, pardon. Les compétences sociales des départements avaient amené les acteurs de la culture des départements à essayer de tisser plus en transversalité leur politique avec les travailleurs sociaux. Et il y avait un constat important qui était fait à ces endroits-là, c'est que ces acteurs travaillaient avec chacun un socle de culture professionnelle assez différent et n'arrivaient pas véritablement à mailler leur politique, à les construire ensemble, et imaginaient que les droits culturels en tant que droits fondamentaux pourraient constituer un socle de culture commune pour élaborer vraiment des politiques qui soient mieux articulées. Ça a été le démarrage de notre démarche, mais au regard on va dire, de l'évocation de ces concepts philosophiques, politiques et juridiques, les professionnels de l'action publique qu'on rencontrait nous disaient se sentaient désarçonnés en fait sur le fait d'être en capacité de les traduire. Et ça a été le levier de cette proposition que nous avons fait sous la méthode de la recherche-action, c'était de proposer vraiment une formation à ces acteurs, mais dans un processus qui allait permettre de réfléchir sur leurs pratiques et de boucler comme ça en tirant des enseignements de cette pratique et en revenant sur la théorie de ces droits pour éclairer l'action publique, quoi. Donc, on a proposé cette démarche à plusieurs départements qui se basaient sur l'analyse de leurs pratiques professionnelles, menées par eux-mêmes. Hein. C'était un accompagnement qu'on leur proposait, mais c'est les personnes qui mettaient en œuvre ces politiques qui réalisaient elles-mêmes leurs analyses de cas et de projets, on les accompagnait à le faire, et la grille d'analyse, puisqu'on avait besoin de donner un contenu un petit peu plus précis à ces droits, comme Céline et Nicolas ont pu l'évoquer, on l'a puisé dans les travaux de Fribourg, donc en particulier dans la déclaration qui énonce 8 droits culturels qu'on a proposés comme prisme d'analyse de l'effectivité. Donc, il s'agissait d'analyser comment l'identité, le droit à l'identité, le droit à la diversité culturelle, le droit au patrimoine, le droit à la communauté, à la participation, à l'éducation, à l'information et à la coopération étaient pris en compte dans les pratiques professionnelles de ces acteurs. Ce qu'on observait plus particulièrement, c'était quelles étaient les conditions que ces acteurs mettaient en place pour que les personnes concernées par l'action puissent exercer ces droits. Quand on parle des personnes concernées par l'action, on ne parle pas ici seulement des destinataires de la politique publique, on parle aussi des personnes qui la mettent en œuvre. Et ça, c'était un des gros apprentissages de notre démarche, c'est que finalement, les acteurs de la politique publique se sont rendus compte que c'était aussi leurs conditions de travail qui étaient mise en question quand il s'agissait d'observer l'effectivité du droit et notamment les conditions de travail dans le cadre de la fonction publique territoriale et donc dans le cadre du statut de fonctionnaire. On a beaucoup interrogé la possibilité pour chacun de participer pleinement avec ce que sont ces références. Alors ces références, ça peut, c'est pas forcément des références identitaires de culture d'origine. C'est aussi une culture de métier, c'est une expérience, c'est un secteur d'activité. C'est comment
cette diversité de références peut prendre place dans la manière d'exercer ces fonctions. Et on s'est rendu compte que les professionnels de l'action publique, en tout cas, constataient la nécessité pour eux d'avoir des conditions de travail qui permettaient de respecter leurs droits propres pour qu'elles puissent mettre en place des conditions qui respectent les droits des destinataires de leurs actions. Donc ça, c'était un des enjeux importants qu'on a pu mettre à jour. Excusez-moi, je bois une gorgée. Le procédé qu'on a utilisé donc consistait à ce que on organise des cycles de rencontres. C'était des cycles de rencontres assez longs, sur plusieurs mois au minimum, et souvent ça a duré plusieurs années. Ça s'est déroulé dans des démarches différentes d'accompagnement territorial, donc de départements au départ, puis ensuite de villes, d'intercommunalités, de métropoles, de réseaux d'acteurs professionnels, de structures culturelles et sociales, et puis petit à petit de recherche-action thématique aussi sur les enjeux de la création, du pouvoir d'agir ou des communs, qui ont été un peu les trois thématiques qui ont émergé fortement des travaux d'accompagnement territoriaux qu'on a pu faire. Et donc le cheminement était toujours le même, un cycle de rencontres, des gens qui nous suivent, reviennent régulièrement dans ces rendez-vous et sont accompagnés entre chacun des rendez-vous à l'analyse de leur cas. Donc ces analyses de cas, qu'est-ce qu'elles ont produit? Elles ont produit d'abord un effet de valorisation de ce qui était fait. On a tendance à penser que c'est juste une mise en critique, mais c'est une mise en critique aussi positive, évidemment. Quand on regarde de près notre action au regard de ces différents droits, on se rend compte de leur prise en compte et de la réalité de l'action sur l'effectivité des droits. Donc d'abord, c'est un effet de valorisation. Et du coup, une sorte de plaidoyer qui est possible pour défendre son travail et les impacts de la politique publique qui est menée à cet endroit-là. Ensuite, évidemment, au-delà de valoriser, on met très vite à jour on identifie ce qui n'est pas fait, en fait. Le manque de prise en compte de certains droits, de certains aspects, et en le mettant à jour, on identifie aussi très rapidement des propositions pour y pallier. Ou en tout cas, c'est un diagnostic qui nous permet de comprendre pourquoi ces écueils se présentent, de comprendre pourquoi ces dysfonctionnements ont lieu. Et les propositions sont assez vite... apparaissent de manière évidente. Est-ce qu'elles sont possibles à mettre en œuvre? Ça, c'est une autre paire de manches, mais en tout cas, elles apparaissent de manière très évidente. Donc, les conditions de ce type d'analyse dépendent de la création de ces espaces de travail. Dans la démarche Paideia, on a proposé, je pense, quelque chose qui était assez inédit, c'était de créer des espaces de travail complètement transversaux dans les collectivités qui accueillaient des gens de tout secteur de l'action de ces collectivités, donc toute discipline, culturelle, sociale, éducative, jeunesse, aménagement du territoire, urbanisme, politique de la ville et j'en passe. De tout niveau hiérarchique, des travailleurs de terrain, des cadres intermédiaires, des directeurs, des DGA, des DGS, des élus, mais aussi des partenaires associatifs, institutionnels. Et donc ces espaces de travail, qui étaient des espaces très ouverts, qui le sont toujours d'ailleurs, puisqu'ils existent encore selon les collectivités qu'on accompagne, permettent à des personnes qui en fait travaillent plutôt en silo de réussir à créer un espace de travail assez inédit où ils sont dans une posture d'analyse critique de leur action, mais pas une posture d'évaluation où les gens comptent les points et où on doit dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est vraiment une analyse critique de pourquoi ça n'a pas marché et comment ça n'a pas marché, ou pourquoi ça a fonctionné et qu'est-ce qu'on peut retirer comme logique d'action pour enrichir la politique publique à venir. Et ça, il y a une unanimité, des professionnels qui participent à ces démarches pour dire que ces espaces n'existent pas et qu'ils sont pourtant extrêmement nécessaires, un peu comme des cellules recherche et développement dans les entreprises. C'est des espaces de prise de recul critique qui, avec cette boussole des droits culturels et la définition des droits, en tout cas telle que la donne Fribourg,
permet vraiment d'avancer sur cette traduction et sur le fait de mettre à jour la réalité des conditions de participation des personnes. Et quand je dis les personnes, j'entends bien y compris les agents de service public qui mettent en œuvre ces politiques. Ces espaces sont absolument indispensables et à faire exister dans le temps, en fait. Parce que s'ils n'existent pas dans le temps, la possibilité que la démarche ait un effet de bouche à oreille, crée des relations de confiance un petit peu nouvelles entre les personnes, crée des synergies entre les différentes politiques publiques, permettent à des acteurs qui sont, par exemple, investis sur la politique alimentaire ou sur la rénovation urbaine ou encore, par exemple, sur les questions des exilés. En ce moment, on a une démarche avec la communauté urbaine de Dunkerque où des groupes thématiques de cette nature ont été créés aux côtés de groupes sur l'éducation, sur la médiation, sur l'événementiel, qui sont des thématiques plus proches d'une politique culturelle plus conventionnelle, permettent de mettre en dialogue, en fait, des acteurs du territoire, de la collectivité, mais plus largement, comment ça leur permet vraiment de tisser une transversalité qui sinon est souvent appelée des vœux des politiques, mais rarement réalisée. Donc, pour, on va dire, faire la synthèse un peu, des espaces de travail intersectoriels qui permettent à des gens de tout niveau hiérarchique, y compris d'échanger avec leurs élus dans une posture d'analyse pour tirer les enseignements de ce qui est fait. Et à quoi ça a conduit, ça, dans les collectivités où on a pu le faire? Eh bien, ça a petit à petit conduit, alors parfois jusqu'à l'écriture de politiques publiques, riche des enseignements de l'ensemble des analyses de cas qu'on avait pu mener quand il y en avait un nombre suffisant, on a pu tirer des enseignements qui nous ont conduit donc à l'écriture de nouveaux axes de travail qui permettent de continuer d'approfondir la prise en compte de ces droits dans l'action. C'est aussi évidemment un impact individuel, c'est-à-dire que chacun, à l'endroit de sa fonction, a commencé à les intégrer de manière augmentée, que ce soit dans les règlements d'intervention des collectivités, dans les appels à projets, dans les critères d'attribution de subventions, dans tout cet arsenal de textes et de formalisation administrative de la politique publique. Petit à petit, des alinéas droits culturels ou des alinéas sur la participation ont commencé à apparaître. Et puis, une culture professionnelle s'est partagée dans ces milieux qui, petit à petit, permet de tisser une politique publique plus respectueuse des droits culturels. C'est des démarches qui ont toujours nécessité une libre adhésion. En tout cas, pendant toutes ces années, on a vu que la contrainte, l'obligation était peu performante. En revanche, nous, en tout cas, on observe ça de là où nous sommes. Il y a quand même un mouvement extrêmement important aujourd'hui de la société civile et des collectivités qui, petit à petit, permet, pour ceux qui ne se sont pas encore mis dans cette posture de travail, de ne pas vouloir rester en reste, de ne pas vouloir être en reste, de vouloir aussi participer de la définition de ces politiques dans le cadre qui a été posé. Je crois que ça devient c'est vraiment monté à l'agenda des collectivités françaises. C'est aussi à l'agenda de l'État. On le voit avec notamment la création de cette nouvelle délégation qui le nomme en tant que tel. Et ce que je pourrais moi appeler de nos voeux, c'est la nécessité d'être dans des espaces d'analyse critique et des espaces de travail indispensables pour que cette transformation progressive des politiques publiques ait lieu. Voilà. Merci beaucoup Christelle Blouet. Écoutez, ça, je trouve ça illustre bien au fond la conclusion qu'on peut tirer des deux interventions sur les normes supérieures qui encadrent le pouvoir, qui encadrent les politiques publiques.
Ça veut dire que rien n'oblige les politiques publiques, mais ça ne prive absolument pas la politique publique d'agir. C'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est pas parce qu'il n'y a pas de contraintes constitutionnelles ou de droits fondamentaux qu'il est interdit aux politiques publiques de prendre en charge cette question. Et comme vient de le rappeler, j'en profite pour saluer la présence dans cette rencontre du Noël Corbin, qui a justement pris la délégation, qui aura notamment en charge cette politique au niveau de l'État, et bien entendu, ces préconisations existent dans un certain nombre de textes, d'ailleurs, de textes de loi, puisque le législateur, lui, il peut intervenir, et même sans loi, d'ailleurs, on peut pratiquer d'autres formes de mise en œuvre de ces droits, les conventionnements, par exemple, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans la deuxième table ronde, les cahiers des charges des opérateurs publics, etc. Alors, il y a toute une série de questions qui ont été posées. Je pense qu'il y en a d'ailleurs beaucoup, mais j'ai eu Agathe Delège a modéré ces questions, donc nous avons beaucoup de monde qui nous écoute. Alors, il y en a qui se regroupent autour de l'enseignement des langues. Alors, bien sûr, c'est un sujet, enfin, la question des langues, c'est un sujet, même en France, assez particulier, même si la France, en ce moment, sur le terrain de la langue, est dans une situation un peu délicate, puisqu'on a parlé de la Convention UNESCO sur la diversité culturelle. Vous savez que la France est à l'origine, et politiquement, à l'origine, une des fondatrices de cette convention, mais on dit beaucoup que la France est favorable à la diversité culturelle hors de ses frontières, mais pas très à l'intérieur de ses frontières. Alors là, on rejoint un peu ce qu'a dit Nicolas Thiebaud. Alors, cette question est particulièrement sensible dans le cas des langues, même si il y a quand même eu un infléchissement significatif de la politique des langues en France avec l'apparition du concept de langue de France. Alors, je voudrais donc signaler des questions sur cette thématique particulière. Alors, Marie-Christine Bordeaux nous demande pourquoi en droit l'enseignement des langues ne peut-il relever du droit à la culture, puisque la Constitution ne définit pas la culture comme exclusivement universelle, c'est-à-dire non particulière. Alors, bien sûr, je pense que personne ne discute de cela. L'enseignement des langues, bien sûr, relève d'ailleurs du droit à l'instruction, déjà, comme Nicolas Thiebaud l'a rappelé. Le droit à l'instruction, évidemment, ça concerne aussi le droit à l'enseignement des langues. Mais ça ne veut pas dire de toutes les langues. Il reste là que la politique publique fait le choix du bouquet, si je puis dire, d'enseignement qu'elle propose, puisque personne ne peut être exhaustif dans ce domaine. Hein. Même si on peut regretter la disparition de certaines langues, il en reste encore beaucoup. Et c'est toute la question de savoir si la politique de l'enseignement offre un bouquet de langues autres que la langue française à apprendre. La réponse est oui, mais est-ce qu'elle propose toutes les langues à l'enseignement? La réponse est non, et pour des raisons d'ailleurs d'incapacité à le faire. Alors, il resterait possible d'imaginer une contrainte d'enseigner la totalité des langues pratiquées en France par un nombre significatif de locuteurs, par exemple. Sauf qu'il faudrait s'entendre sur les critères non significatifs, par exemple. Alors, la question à laquelle je peux quand même demander qu'on réponde, c'est, puisque Nicolas l'a abordé, c'est la loi Molac, donc la loi sur la langue régionale. Est-ce qu'il s'agit d'une évolution majeure? Parce que là, c'est le législateur qui prend l'initiative, et même c'est une proposition de loi, donc c'est le Parlement, qui répond, comme l'a rappelé Nicolas, au blocage constitutionnel pour la ratification de la Convention européenne sur les langues régionales et à la réponse du Conseil constitutionnel sur le fait que l'inscription dans la Constitution des langues régionales comme patrimoine linguistique, et non pas comme concurrente de la langue française, ou mise sur le même plan que la langue française, la langue de la République. Donc, il s'agit d'une évolution majeure ou au moins importantes, et quelles vont être ses conséquences sur l'évolution des droits des langues régionales et leur reconnaissance par l'État? Alors Nicolas, c'est une question qui s'adresse à vous. Oui, merci Marie-Vonne. Écoutez, la loi Molac, me semble-t-il, propose trois ensembles de mesures, à la fois en matière patrimoniale, d'état civil, et puis en termes d'enseignement. Je ne sais pas si c'est une évolution nécessairement
radicale. Dans mon souvenir, les premières jurisprudences sur ces questions d'enseignement des langues régionales, j'ai en tête en particulier toute la jurisprudence sur l'enseignement de la langue corse au début des années 1990. Et il me semble que ce qui faisait essentiellement l'objet de la censure donc dans la jurisprudence de 1991, qui est fondatrice en la matière, il me semble qu'il y avait deux ensembles de dispositions. Il y avait tout d'abord la reconnaissance du peuple corse comme composante du peuple français, et c'était un premier motif de censure de la part du Conseil constitutionnel, puisque l'existence de ce peuple corse était, selon le Conseil constitutionnel, incompatible avec l'indivisibilité de la République et l'unicité du peuple français qui avait acquis valeur constitutionnelle dans cette décision, puisque dans cette décision, le Conseil constitutionnel reconnaît la valeur constitutionnelle de l'unicité du peuple français. Donc ça, c'est un premier ensemble de considérations. Et puis, il me semble que il y avait dans cette décision fondatrice de 1991 un pan de la décision qui regardait l'enseignement de la langue corse. Et dans mon souvenir, ce qui avait posé problème au Conseil constitutionnel, c'était le caractère obligatoire de l'enseignement de la langue corse. Donc, il me semble qu'il n'y a pas nécessairement d'incompatibilité. Là encore, c'est que ça ressort de ce qu'on a dit, hein, bien sûr, l'enseignement des langues régionales n'est pas du tout incompatible en soi. C'est par exemple l'enseignement obligatoire de la langue corse qui en 1991 avait posé des difficultés. Oui, il y a eu deux questions. Il y a aussi la question de l'enseignement immersif en langue bretonne, par exemple. Il y a eu aussi des discussions là-dessus, puisqu'un certain nombre de membres du Parlement breton avaient porté l'idée qu'on devait accepter, ce qui n'était pas le cas dans les jurisprudences, que les petits bretons puissent n'apprendre que le breton dans un premier temps, à l'exclusion du français. Ça a été jugé incompatible avec les dispositions constitutionnelles sur la langue française. Parce que le vrai enjeu est là, et c'est-à-dire c'est l'enseignement dans une langue originelle, c'est-à-dire non pas comme une langue vivante en plus du français, mais comme la langue dans laquelle l'enfant est exclusivement instruit dans les premières années, donc au début de l'école. Puisqu'il faut être concret, hein, c'est là que ça bloque, c'est là que ça bloque. La deuxième question, c'est effectivement l'obligation de proposer certaines langues sur tout le territoire, dans un territoire donné. C'est bien d'ailleurs la question des droits des locuteurs minoritaires sur le territoire, hein, peuvent être majoritaires dans un territoire, mais minoritaires en France, qui est posée là. Ce qui est tout à fait possible, ce qui est organisé par la politique publique, c'est l'enseignement d'un certain nombre de langues dites régionales dans le cadre scolaire, mais comme langue seconde par rapport au français qui reste la langue d'instruction obligatoire et la seule. Mais je me trompe peut-être, Nicolas. Alors, que change là-dessus la loi récente? Pas grand-chose, je crois, puisque justement, là est l'obstacle constitutionnel. Donc, celui-là, on ne peut pas le franchir. Oui, absolument. Il y avait cette distinction aussi peut-être que vous avez rappelé, me semble-t-il, entre peut-être une dimension institutionnelle de la pratique de la langue et puis une pratique plus patrimoniale. Et effectivement, dans la QPC langue régionale de 2011, les requérants avaient essayé de faire en sorte de dire que l'article 75-1 on pouvait en tirer un droit culturel à la pratique de la langue parce que ils insistaient sur la dimension patrimoniale et culturelle de l'enseignement, et ils essayaient au contraire de minimiser le plus possible la dimension institutionnelle. Il ne s'agissait pas, par exemple, de demander un droit de s'exprimer dans une langue régionale vis-à-vis de l'administration, mais il s'agissait de pouvoir pratiquer sa langue à titre patrimonial. Et je crois que c'est là qu'il y a un vrai enjeu. Et je ne suis pas sûr, effectivement, que la proposition Molac remette fondamentalement en cause les choses, puisque il me semble qu'il y a des mesures en termes d'état civil, mais ça reste très accessoire par rapport à l'enjeu que vous venez de rappeler. Merci Nicolas. Alors sur ces questions de la présence des langues régionales, je pense qu'il y aura des évolutions en réalité, parce que la réponse du Conseil constitutionnel que vous avez déplorée sur le fait que 75.1 ne crée aucun droit
opposable dans la Constitution, laisse entier le champ du législateur pourvu qu'il n'impose rien qui soit contraire au principe énoncé à l'article 1 de la Constitution, c'est-à-dire l'indivisibilité et l'unicité du peuple français. En revanche, la politique publique reste tout à fait libre d'organiser la promotion des différentes langues régionales et leur protection aussi. Donc, on tombe en fait dans le champ des droits-libertés, là, en fait. Il y a aussi toute une série de questions sur la force de contrainte, d'obligation de la loi NOTRe. Alors là, on tombe dans la question de l'effectivité des droits proclamés, et notamment la loi NOTRe, effectivement, de la mention des droits culturels. Pas de contrainte. Ben, non, parce que pour les raisons indiquées par Céline Romainville, c'est-à-dire c'est trop général pour qu'on puisse en tirer une obligation concrète. En réalité, il reste à organiser la mise en œuvre concrète de ce qui est proclamé dans la loi NOTRe. En réalité, c'est là où je dis il y a tout un champ pour les politiques publiques. Il ne faut pas voir ça forcément comme un refus. Je veux dire, c'est simplement que il reste aux politiques publiques locales et nationales et même peut-être européennes, hein, je ne sais pas, je veux dire celle de l'Union. Parce qu'il y a quand même un absent dans ce que vous avez dit, les juristes, personne n'a parlé de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne comprend pas non plus d'item droit culturel, pas plus que la Convention européenne des droits de l'homme. Je veux bien juste ajouter deux petites choses là-dessus. J'avais prévu, mais ça a été trop long déjà, donc je suis pas intervenue là-dessus. Mais la charte des droits fondamentaux, elle consacre le droit de participer à la vie culturelle, mais pour les personnes âgées. Voilà, ça a été un choix qui a été posé par les rédacteurs de la charte. Donc là, c'était lié à la question de l'inclusion des personnes âgées. Et on a considéré que les activités culturelles faisaient partie de ce champ-là. Donc là, ça veut dire aussi quelque chose de la manière dont le droit de participer à la vie culturelle a été compris par les rédacteurs de la charte, hein, de manière, à mon avis, quand même assez superficielle. Et sur la question des obligations, donc, juste une petite précision. Donc, j'ai dit que le droit européen international manquait de précision, c'est vrai. Il n'empêche qu'il y a quand même des obligations positives hein, qui se déduisent de ce droit européen et international. Et alors, en droit belge et dans certains autres droits nationaux, je pense qu'en droit français, mais j'avais lu des travaux là-dessus, mais je sais pas si je sais pas si ça concerne aussi les droits culturels, mais il y a cette idée d'effet cliquet. Donc, en droit belge, il y a des obligations européennes et internationales, même si elles sont fort imprécises, mais ces obligations imprécises qui s'imposent aux législateurs, ces obligations constitutionnelles et internationales. Alors, effectivement, ces obligations, le problème, c'est qu'elles sont tellement imprécises que la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État opérer un contrôle sur cette base, c'est très compliqué parce que c'est tellement imprécis que le contrôle est un peu évanescent. Mais par contre, il y a un moyen qu'ont élaboré donc, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État et d'autres juridictions, notamment la Cour de justice de l'Union européenne également, pas en matière culturelle mais dans d'autres matières. C'est ce qu'on appelle l'effet cliquet ou le standstill, c'est-à-dire qu'au lieu de comparer une loi ou une norme législative ou un arrêté ou une règle administrative à des obligations très, très générales, on compare ces normes ou ces règles administratives au niveau de protection de ces obligations qui était le plus important, le plus élevé avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles. Donc, par exemple, je vais donner un exemple, c'est pas très clair là, j'ai l'impression. Par exemple, en matière de droit de participer à la vie culturelle, le Conseil d'État belge a déjà, par exemple, comparé le niveau de protection du droit d'accéder au patrimoine culturel tel qu'il était organisé dans des règles législatives sur le patrimoine au niveau de protection offert au droit d'accéder au patrimoine culturel tel qu'il était garanti dans la nouvelle réglementation, et il a sanctionné la nouvelle réglementation, considérant qu'il y avait un recul inconstitutionnel dans la réalisation du droit d'accéder au patrimoine. Donc, c'est pas parce qu'elles ne sont pas toutes sanctionnables que les obligations n'existent pas. Donc, des obligations, il y en a pour le législateur, pour le juge, etc. Mais le problème, c'est que parfois, elles sont tellement imprécises que leur contrôle est complexe. Et donc, alors là, il y a l'effet cliquet.
Et puis, il y a aussi la nécessité de préciser ces obligations. Elles existent, mais elles sont tellement imprécises, évanescentes, qu'il faut les préciser. Ou alors via l'effet cliquet ou le standstill, où là, ça peut marcher de temps en temps. Oui, donc pour ceux qui ne comprennent pas l'effet cliquet, c'est le recul en fait. C'est-à-dire que toute avancée est considérée comme impossible à remettre en cause sans porter atteinte à un droit fondamental. Alors ça, c'est le droit belge. Je ne crois pas, sous le contrôle de Nicolas Thiébaut, que nous reconnaissions ça en droit interne français ou que nous reconnaissions que nous y sommes contraints par la jurisprudence européenne. Je ne suis pas sûre que la Cour de justice ait encore eu à appliquer une telle conséquence à la mention de la participation à la vie culturelle dans les droits fondamentaux, dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Alors, parmi les autres questions qui sont posées par les interlocuteurs, alors, Charles Lecomte de la Ligue de l'enseignement tient à préciser que l'enseignement des langues régionales n'implique évidemment pas la reconnaissance d'un peuple locuteur. Il se fait d'ailleurs à 75% dans l'enseignement public. Et oui, en effet, il n'y a aucun doute là-dessus. Encore une fois, c'est d'ailleurs la réponse classique de la France pour expliquer que le refus de ratifier la Charte européenne des langues régionales minoritaires ne veut pas dire que la France n'a pas une politique des langues régionales et notamment de leur enseignement dans l'enseignement public. C'est la question, encore une fois, du droit à qui est posée par cette affaire. Et surtout du droit à pratiquer exclusivement cette langue dans les échanges officiels avec l'administration. Donc, effectivement, c'est d'ailleurs ce qu'a voulu dire l'insertion, ce qu'a voulu dire subliminalement l'insertion des langues régionales comme patrimoine linguistique de la France dans la Constitution. C'était un peu le proclamatoire, hein, ça n'a aucune conséquence juridique concrète consistant à dire oui, mais nous avons une politique des langues régionales qui est une politique patrimoniale. Alors, oui, y a-t-il, autre question, la ratification de la Convention de Faro, est-ce que le gouvernement a évolué là-dessus? C'est une question, encore une fois, à Nicolas Thiébaut. À ma connaissance, non. J'ai vu plusieurs questions parlementaires qui étaient posées en 2017, 2018, 2019 et la réponse gouvernementale ne varie pas. Il y a toujours ce que j'ai évoqué dans le cadre de mon intervention, l'idée que la convention de Faro serait en contradiction avec certains principes constitutionnels tels qu'ils sont encore en tout cas interprétés par le Conseil constitutionnel. Donc, à ma connaissance, non, il n'y a pas d'évolution de gouvernementale sur la question de la ratification de la Convention de Faro. Oui, je dois préciser d'ailleurs qu'on peut lire la raideur du Conseil constitutionnel à la lumière de la question corse en réalité. Parce que ce qui a été dit sur la Corse, on ne peut pas le contredire à propos d'autres territoires, en fait. C'est ça qui bloque. Alors, les dernières questions, et ensuite on va laisser la parole aux autres intervenants. Dernière question posée par nos auditeurs. Quelle place ont les pactes internationaux de 1966, celui sur les droits civils et politiques et celui sur les droits économiques, sociaux et culturels? Alors, c'est toujours pareil, on signe des pactes, mais ça ne veut pas dire que ce soit des droits opposables. Nicolas, est-ce que vous avez la réponse à ces questions? Non, j'avoue que je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas l'importance dans la jurisprudence du recours à ces normes internationales. Je suis désolé. Elles ne sont pas forcément invocables. Enfin, on ne les voit pas souvent. En tout cas, oui. On les voit pas souvent. En tout cas, au Conseil d'État, on ne les voit pas très souvent. Et on n'accepterait pas forcément qu'elles soient opérantes, ces questions. Alors, on peut conclure très rapidement, parce que c'est au fond la conclusion de cette table. Alors, moi, j'en vois deux, si je peux m'exprimer ainsi. D'abord, je reste assez convaincue par l'argumentation de Céline Romainville sur le caractère trop général et trop ambitieux des droits culturels pour qu'elles puissent trouver une opposabilité dans les différents en droit positif. Et sur le fait que, comme l'a également dit Nicolas Thiébaut, en fait, ils peuvent être pris en charge par d'autres types
de droits garantis aussi bien par nos pactes à nous, notre droit interne, que par les droits européens qui s'imposent à nous, et aussi d'ailleurs par la protection des libertés, parce que, encore une fois, un certain nombre de libertés fondamentales s'appliquent à la culture. Alors, on en a cité une qui est tout à fait essentielle et qui est essentielle dans la jurisprudence européenne, qui en fait une application très large, c'est la liberté d'expression, qui peut prendre en charge une grande partie des droits culturels tels que nous les connaissons. En fait, ce qui pose problème, c'est, disons, le niveau de service public qu'il faut garantir. Alors, je reste convaincue, contrairement à ce que dit Nicolas Thiebaud, que le principe de 1946, la garantie de l'égal accès de tous à la culture, est un principe efficace dans la mesure où ça fonde l'existence d'un service public de la culture. Maintenant, quel est le niveau de ce service public, c'est-à-dire quelle est l'importance de ce service public, donc quel est le niveau d'effectivité de cette garantie, c'est toute la question d'ailleurs qui sera évoquée dans la deuxième table ronde. Mais au fond, c'est ça. Alors, si on veut aller plus loin en termes de contraintes qui s'exercent sur le législateur, il y a deux choses. Il faut d'abord définir ce que Céline Romainville a appelé le noyau dur. Le noyau dur des droits culturels, c'est-à-dire ce sur quoi on va se battre pour considérer ça comme essentiel. Alors, on a vu que faute de restriction des ambitions en matière de droits culturels, eh bien, ça devient un noyau mou que personne ne peut défendre parce que les frontières ne sont pas définies. Alors, je ne vais pas insister sur ce terme de frontière, mais, parce qu'il est quelquefois dissensuel, mais c'est une vraie question. Quand on veut défendre quelque chose, il faut savoir sur quel périmètre on se bat. Voilà. Alors donc, ça reste un chantier législatif, en particulier un chantier français. La deuxième chose, c'est, encore une fois, il n'est pas interdit au législateur d'agir, c'est-à-dire le législateur peut lui-même définir un niveau d'exigence qui s'imposera à tous ceux soumis à la loi. Voilà. Alors, sachant que, par exemple, pour imposer quelque chose aux collectivités territoriales, il faut passer par la loi. Mais il faut aussi se souvenir qu'on est dans un champ juridique extrêmement complexe et que même dans les droits-libertés, les libertés fondamentales, ces libertés doivent se combiner avec d'autres libertés et elles s'exercent dans le cadre des lois de la République. Donc, de toute façon, il reste toujours un champ important au législateur. Et comme je l'ai dit aussi, dans les politiques publiques, il y a plein d'autres instruments. Et l'un des instruments qui peut être très efficace dans le domaine des droits culturels, ce sont les conventions. Ce sont les conventions de service public, ce sont les cahiers des charges des opérateurs. Et je crois qu'au fond, le plus efficace, le plus opérationnel, le plus concret, c'est là que ça s'exerce. Et je voudrais aussi insister sur ce qui ressort de la communication de Christelle Blouet, mais ça a été dit aussi par Céline Romainville. L'efficacité de ce type de politique repose aussi sur l'évaluation sur le terrain de leurs résultats et aussi le diagnostic porté sur la demande réelle de droits culturels, au-delà des grandes idées assez générales qu'on peut avoir, concrètement sur le terrain, quels sont les droits culturels revendiqués. C'est ça aussi, il faut analyser, diagnostiquer ce qu'il convient de définir comme objectif et les moyens d'y parvenir. Et donc, au fond, c'est assez rassurant pour les agents publics. Au fond, c'est à eux de mettre en œuvre ces politiques dans le cadre, évidemment, des lois de la République et des principes généraux, et aussi dans le respect des autres instruments juridiques qui s'appliquent à la culture, ou quelquefois quand même, c'est pour ça, comme l'a dit Céline Romainville, en fait, les droits culturels, ça n'est pas si consensuel que ça, on le voit d'ailleurs dans les actes de nos colloques, parce que des droits culturels se heurtent à d'autres droits. Et donc, c'est une concurrence des droits qu'on a aussi, une concurrence des libertés, une concurrence des droits, et donc il faut parvenir à les faire coexister, ces droits qui peuvent s'opposer, surtout dans le champ de la culture. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et pardon pour nos auditeurs, tout ça est un peu frustrant parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais nous allons passer maintenant au volet politique publique de cette problématique. Et comme je l'ai dit, au fond, ce qui résulte de notre table ronde, c'est qu'elle est essentielle. Il est essentiel ce volet-là. Merci à tous.